informations sur la maladie d'Osgood-Schlatter. On vient de diagnostiquer ça à votre enfant, à votre adolescent. Eh bien, je suis moi-même kiné de formation initiale et je vais, dans cette vidéo, répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les parents d'enfants ou d'ados à qui on a diagnostiqué cette maladie ou que se posent aussi tout simplement les enfants et les ados. Et comme d'habitude, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie sur un article que j'ai réalisé pour mon site internet vers lequel je vous renvoie. Il est plus documenté et vous retrouverez aussi les sources des informations sur lesquelles je m'appuie. Mon site internet, c'est kinédarbois.fr. Donc, on va tout de suite commencer en répondant à cette question qui est comment être sûr que c'est bien une maladie d'Osgood-Schlatter quand on a mal au genou, parce que souvent on est inquiet, on a peur de passer à côté de quelque chose de plus grave, ou on veut vraiment être sûr que ce soit ça pour pas se tromper, on va dire, dans la prise en charge ou la durée d'évolution qu'on pronostique pour cette maladie-là. Donc, en fait, la localisation de la douleur et l'âge de survenue, c'est vraiment deux des critères principaux pris en compte pour diagnostiquer cette maladie, qui survient donc généralement entre 10 et 15 ans chez le garçon comme chez la fille. Et donc, la localisation, elle est assez précise au niveau du genou. Vous avez parfois des radios qui sont réalisées, mais elles sont plutôt là pour aller éliminer d'autres problèmes, comme par exemple une fracture de fatigue, qui pourrait expliquer le phénomène, mais elles ne permettent pas forcément d'objectiver la maladie, et on peut donc diagnostiquer cette maladie sans faire de radiographie. Donc la douleur, elle est plutôt localisée au niveau de la rotule, et elle augmente dans les activités physiques, notamment toutes les activités comme la course à pied, le saut, mais parfois aussi la montée et la descente d'escalier. On a mal aussi quand on appuie au niveau de la tuberosité tibiale antérieure, qui est un endroit, donc un os sous la rotule. On peut être gêné dans les mouvements, surtout de flexion et d'extension du genou. On peut avoir le genou un petit peu raide, qui a du mal à plier ou tendre complètement. On peut avoir un petit œdème aussi sous la rotule. Généralement, la douleur, elle est un seul côté. Il y a 2 à 3 enfants sur 10 qui sont touchés au niveau des deux côtés en même temps. Et surtout, elle survient donc pour la première fois entre 10 et 15 ans. Je vous ai mis là, par exemple, une photo qui montre vraiment l'endroit précis de la douleur, même si des fois on peut la sentir un peu au-dessus, un petit peu en dessous. Et ça, ça peut arriver que la tubérosité tibiale antérieure qu'on voit ici, elle soit autant enflée, mais en général, elle ne l'est pas autant. Alors, à quoi est due cette maladie? Pourquoi, entre guillemets, c'est tombé sur vous, sur votre enfant? En fait, il y a des facteurs de risque qui sont ceux-là. C'est le fait d'être un garçon, d'avoir entre 10 et 12 ans pour les filles et 12 et 14 ans pour les garçons, parce que la puberté est plus tard, d'avoir beaucoup grandi d'un coup, de faire une activité sportive intense, notamment la gym, la course à pied, l'athlétisme, le foot, le basket. Et puis après, il y a des facteurs plus anatomiques par rapport à votre configuration, la configuration de votre corps. Et enfin, quel est le traitement à mettre en place, qui est sans doute la partie qui vous intéresse le plus. Alors sachez qu'il existe plus de 300 publications académiques dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture qui essaient de voir quels sont les meilleurs traitements, quelle est la prise en charge recommandée, quelle est la prise en charge où on sait que les adolescents vont peut-être plus adhérer, est-ce que ça va avoir plus d'impact ou non sur eux. Donc je suis allée voir un petit peu les études sur le sujet. Vous avez un aperçu ici du nombre d'études qui sont indexées dans la revue, dans cet ensemble, on va dire, son moteur de recherche qui rassemble un peu les études scientifiques sur le sujet, qui s'appelle PubMed. Et donc là, plus la barre est haute, plus c'est qu'il y a des études, des parutions académiques parues sur la maladie d'Osgood-Schlatter par an. Donc vous voyez que c'est étudié depuis les années 45, donc c'est quelque chose quand même qu'on connaît bien, qu'on sait bien diagnostiquer et qu'on sait quand même relativement bien prendre en charge, même si le principal axe de traitement, ça reste le temps qui passe. Et donc vous voyez que depuis les années 2000 et notamment en 2020, il y a plus d'études parues, on connaît de mieux en mieux cette maladie. Et en gros, le traitement, il repose sur 2 axes principaux qui sont d'adapter la quantité, l'intensité, la durée d'activité physique, et le deuxième axe qui est de plutôt soulager la douleur quand elle survient.
Donc, est-ce qu'il faut se mettre totalement au repos quand on a la maladie d'Osgood-Schlatter? Alors là, bien sûr, selon les personnes sur lesquelles vous tombez, il va y avoir des préconisations qui seront très différentes. Avant, on avait tendance à être très conservateur, à dire: «Ouh là là, faut lever le pied, en faire le moins possible», et maintenant, de plus en plus souvent, comme on sait que l'activité physique, c'est quelque chose de très bon pour la santé, eh bien, on a tendance à essayer plutôt d'encourager, d'adapter le niveau d'activité physique et pas d'arrêter complètement. Aussi parce qu'on sait que, notamment pour la santé mentale, c'est quelque chose d'important quand on aime un sport, de continuer à le faire. Donc, certains médecins vont quand même recommander l'arrêt total des activités sportives qui encouragent la douleur, y compris à l'école, y compris en dehors des compétitions, alors que d'autres ont une approche un petit peu plus libérale où ils permettent la pratique, mais en dosant mieux l'effort. Donc, si votre enfant, eh bien, accepte totalement l'arrêt du sport, pourquoi pas envisager un temps ça, le temps de calmer l'inflammation et puis de réintroduire de manière progressive l'activité physique. Mais si c'est quelque chose d'inenvisageable pour lui, il est tout à fait possible, de continuer l'activité physique, mais en adaptant, en dosant. Alors ça, c'est à voir bien sûr avec les entraîneurs, mais aussi éventuellement avec votre kiné qui peut, eh bien, vous aider à, arriver à mieux doser la quantité d'activité physique, possible. Les étirements. Est-ce qu'il faut faire des étirements? Donc c'est vrai que c'est une prise en charge qui est souvent, préconisée par les kinés qui vont, proposer des étirements donc, du muscle du mollet, le triceps sural et le muscle gastrocnémien. Ils vont proposer des étirements au niveau, de la cuisse, du quadriceps, des ischio-jambiers. Alors il y a à la fois des avantages et des inconvénients à faire des étirements. C'est que ça peut aider effectivement à relâcher les muscles, les tendons et du coup à réduire la pression sur la zone douloureuse, et puis ça favorise aussi la souplesse du genou en flexion et en extension. Mais il y a aussi des inconvénients et par exemple, il y a le fait que, qu'en fait, aucune étude publiée, ne montre qu'il y a un réel intérêt des étirements. Alors aussi parce que c'est quelque chose de très dur à étudier, parce que, déjà, c'est pénible à mettre en place. Il y a pas beaucoup, d'adolescents, on va dire, qui maintiennent des fréquences d'étirement souvent. Il faudrait les inclure dans des études et cetera. C'est quelque chose de compliqué et des étirements donc peuvent être contraignants, donc ça, c'est un inconvénient aussi avec une incertitude de résultat et chez certaines personnes, ça peut même encourager l'inflammation. C'est pour ça que, à voir au cas par cas, en fonction aussi de la raideur du genou, mais c'est pas forcément indispensable en tout cas d'introduire des étirements, dans le cadre de la maladie d'Osgood-Schlatter, même si peut-être des kinés seront, d'un avis, différent du mien, mais en tout cas la littérature scientifique n'a pas tranché à ce sujet-là. Est-ce qu'il faut porter une attelle, une genouillère, une orthèse, fabriquée peut-être sur mesure ou en série, donc achetée en grande surface ou dans des magasins de revente de matériel paramédical ou sur internet? Donc la supposition théorique, c'est que en mettant une attelle, on va diminuer les contraintes, notamment sur la tubérosité tibiale antérieure, là où il y a ce problème de cartilage. Mais là encore, il n'y a pas vraiment d'études empiriques de qualité qui montrent qu'il y a un intérêt réel pour prévenir les douleurs ou les soulager quand on a cette maladie-là. Concernant, les médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont parfois prescrits, donc ils s'achètent sur ordonnance et uniquement si la douleur ne peut pas être soulagée différemment avec simplement, on va dire, des antalgiques du type paracétamol ou même juste avec du froid ou la mise au repos. Ils n'ont pas d'effet pour curatif, ils vont pas soigner, c'est juste uniquement pour soulager la douleur si elle est vraiment insupportable, parfois l'appliquer du froid, c'est tout à fait, suffisant et c'est une alternative qui est sans médicaments. Donc le traitement kiné, comme je vous l'ai expliqué, c'est assez fréquent qu'on ait des séances de kiné prescrites, face à cette maladie-là. Donc selon le kiné sur lequel vous tombez, vous allez avoir un kiné qui va encourager juste le dosage d'activité physique, d'autres qui vont vous faire des exercices, des étirements, d'autres qui vont se consacrer sur le soulagement de la douleur en vous mettant du TENS, donc ce sont les petites électrodes, en faisant du kinesiotaping, en vous proposant la cryothérapie, donc le froid, en vous massant et cetera. L'idée, c'est d'essayer d'en discuter avec votre kiné, de pourquoi il vous propose ça, quelles sont les alternatives possibles pour voir quel type de traitement semble plus adapté dans votre cas. Beaucoup de gens se demandent si l'alimentation peut jouer, notamment pour les problèmes de cartilage. Alors il n'y a pas de preuve directe de l'effet de l'alimentation sur ce syndrome, mis à part les conseils généraux de bonne alimentation, d'apport en protéines et en glucides suffisants, en vitamines, etc.
Est-ce que les sports sont autorisés? Est-ce qu'il y a des sports qui risquent d'aggraver? Donc comme je vous l'ai dit, en général, quand on fait des sports avec pas mal de traumatismes au niveau des membres inférieurs, comme les sauts, la danse, la gym, la course à pied, il y a plus de chances que ça augmente, mais ça ne va pas pour autant créer des séquelles à vie délétères. C'est pour ça que de plus en plus souvent, on se dit qu'il ne faut pas contre-indiquer de manière absolue le sport, mais arriver à bien doser. Forcément, les sports en décharge comme le vélo, la natation, le water polo, la natation synchronisée, ça va être plus intéressant et plus à encourager parce qu'ils sont en décharge et ils vont mettre moins de contraintes au niveau de cette zone du genou. Mais bon, bah, parfois, certains adolescents n'ont pas envie de se tourner vers ces sports-là et veulent continuer leur sport à impact. Donc ça, c'est vraiment à discuter au cas par cas avec votre kiné, avec votre médecin traitant, avec un médecin du sport pour arriver à doser la bonne fréquence d'entraînement, une bonne intensité des séances, des temps de repos suffisants pour que l'inflammation se calme. Combien de temps durent les douleurs ou la gêne? Donc il y a, comme je vous le disais, de plus en plus d'études sur le sujet. Il y a notamment des études qui essaient de suivre en fait des adolescents touchés par cette maladie-là et de voir comment ça évolue, quoi qu'ils mettent en place, qu'ils aient ou non des séances de kiné, qu'ils prennent ou non des médicaments, qu'ils arrêtent ou non le sport. Et sur la plus grosse étude conduite sur le sujet, qui a été menée sur 50 personnes à qui on a diagnostiqué cette maladie-là, eh bien, 8 sur 10 n'étaient pas gênés durant leur activité, y compris sans traitement. C'est-à-dire qu'on leur avait diagnostiqué ça, mais finalement, ils n'étaient pas plus gênés que ça. Et par contre, la moitié d'entre eux ressentaient quand même de la douleur en s'agenouillant et l'autre moitié aucune douleur. Donc finalement, avoir cette maladie-là, avoir, on va dire, cette déformation anatomique, ça n'entraîne pas forcément d'où la douleur. Et ça, c'est une donnée qui est intéressante. Et même chez des gens, du coup, chez qui on voit un problème au niveau de la radio. Donc, ce qui est intéressant dans ces données-là, c'est que même si vous avez cette maladie-là, même si elle a été objectivée à la radio, elle peut totalement disparaître, y compris sans traitement, parce qu'il y a des gens qui en sont éteints et qui n'ont aucun symptôme, aucune douleur. Et ça peut arriver aussi avant la fin de la croissance, même si normalement, ce qu'on dit, c'est que dans tous les cas, avec cette maladie-là, à la fin de la croissance, donc selon le sexe, ça va être plutôt autour de 14, 15, 16, 17, 18 ans, eh bien normalement les douleurs disparaissent totalement et on ne garde pas de séquelles. Dans une autre étude plus récente, ce sont 126 enfants et ados âgés en moyenne de 13 ans qui ont été inclus, qui ont été suivis à partir du moment où on leur a diagnostiqué cette maladie-là, et eux par contre étaient symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils avaient mal à genoux. Donc la moitié, ils pratiquaient des sports du type foot, basket, athlétisme, hand, sport de combat, et certains ne pratiquaient pas du tout le sport. Et ce qu'on constate, c'est que la moitié de ces enfants qui ont été suivis pendant 3 ans, seulement 6 des 126 enfants inclus avaient encore des douleurs au bout des 3 ans de suivi. Autrement dit, dans plus de 9 cas sur 10, dans même, on va dire, 90 cas sur 100, la douleur disparaît dans les moins de 3 ans après le début des symptômes, et on n'a pas de données plus précises, mais c'est raisonnable de penser que au bout de quelques semaines ou quelques mois, eh bien parfois la douleur peut disparaître et ne plus nous revenir. Il faut regarder les choses d'un œil positif. Et quand on regarde plutôt donc les moyennes tirées de ces études scientifiques-là, donc les symptômes de la maladie au repos ou pendant l'activité physique, elles ont une durée moyenne de 19 mois, soit 1 an et demi, et au minimum, une durée d'évolution de 3 mois et au maximum de 48 mois, ce qui fait à peu près 4 ans, et sans différence en fonction du sexe ou du sport pratiqué. Donc, je répète, mais vous avez sinon l'article avec les chiffres plus précis. En moyenne, la durée d'évolution, c'est 1 an et demi, mais avec une grosse fourchette, c'est-à-dire qu'il y a des gens chez qui ça va durer que 3 mois et d'autres chez qui ça va durer jusqu'à 4 ans. Et plus précisément, un enfant sur 2 donc peut s'attendre à ne plus avoir du tout de gêne au plus tard 16 mois après les débuts des symptômes.
Est-ce qu'il y a des complications possibles, notamment si on continue beaucoup de sport? Donc il y a pas de complications graves décrites, même chez les gens qui continuent le sport, si ce n'est une augmentation par contre possible des symptômes et de douleurs. Les seules complications, décrites, c'est donc l'augmentation des douleurs et des complications, on va dire, esthétiques avec donc, la tuberosité tibiale antérieure qui ressort. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Si vous avez des remarques, des infos complémentaires à partager, des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire dans la vidéo ci-dessous et je vous souhaite, une bonne récupération, une bonne récupération à votre enfant.